Bonjour, je voulais d'abord remercier Audrey, ses parents et les mamans qui ont témoigné parce que c'était comme toujours très émouvant et aussi très riche de réflexion et voilà, je voulais dire, en fait, nous, professionnels, on se lève tous les matins pour vous accompagner et pour vous permettre d'accéder à quelque chose qui ressemble à de la bientraitance. Voilà, et donc la communication fait partie des éléments à développer pour pour permettre aux personnes d'être bien traitées et de pouvoir s'exprimer. Donc, nous allons d'abord... Alors, je vais commencer, moi, par une petite mise au point sur qu'est-ce que c'est la communication, la langue et le langage, parce que c'est souvent un peu confondu. Alors, qu'est-ce que communiquer ? Communiquer, ça veut dire qu'il y a forcément au moins deux personnes, un récepteur et un interlocuteur. Alors, elle représente la communication, tous les moyens verbaux et non verbaux utilisés par quelqu'un pour faire des demandes, mais aussi échanger des idées, faire part de ses sentiments, de son désagrément, comment être avec d'autres. Donc, la communication, c'est être en interaction, échanger des messages plus ou moins élaborés, des idées, mais aussi simplement des besoins parfois, des besoins physiologiques, des émotions, des affects. Et comme je l'ai dit, ça nécessite donc émetteur-récepteur et un code commun, bien sûr, c'est-à-dire une langue, quelle qu'elle soit, ou une communication alternative dont nous allons parler, et un canal physique de transmission, parce que ça veut dire soit je vois, soit j'entends, soit je peux toucher, et le feedback pour ajuster la communication entre les personnes. Le langage, ça c'est plutôt la faculté qui est propre à l'homme d'exprimer et de communiquer sa pensée au moyen d'un système, qui va être signes vocaux, gestuels ou graphiques. Il s'acquiert toujours en contexte social. C'est le véhicule de l'interaction, de l'apprentissage. Et donc les enfants apprennent beaucoup à développer leur langage par l'imitation. Sa construction, elle va être liée à tout ce qui est structuration cognitive, motrice, perceptive et psycho-affective. Il ne faut pas oublier tous les aspects psycho-affectifs du langage. Et la langue, c'est un code. Donc la langue, ça va être la langue qu'on va utiliser, une langue orale peut-être, qui va être propre à une culture, à une société donnée, avec des règles grammaticales, syntaxiques, un vocabulaire propre. Je fais un tout petit topo sur la langue des signes qui a un statut particulier, pardon, oui, parce qu'elle ne fonctionne pas sur le canal oral mais sur le canal gestuel, mais cependant c'est une langue à part entière avec une syntaxe et un vocabulaire propre, également une grammaire, et qui est revendiquée par la communauté sourde. Ça n'est pas un mode de communication alternatif, c'est une vraie langue. Donc en deuxième partie, je passe la parole à Camille. Donc, en ce qui concerne la personne avec trouble du développement intellectuel, quelles sont les spécificités de la communication à connaître d'une façon générale, et d'autant plus quand il y a un projet de mise en place d'une communication alternative et augmentée. Donc, les particularités cognitives qui vont concerner l'éventuelle difficulté à trouver des centres d'intérêt autour d'un travail en rééducation, les capacités d'attention conjointe, d'attention soutenue pour tout ce qui va être mis en place, encore une fois, de la rééducation. L'accès à la représentation, et notamment l'éventuelle difficulté d'accéder à la symbolique graphique pour la partie cognitive. Ces difficultés s'intègrent dans la problématique dont il a été beaucoup question toute la journée de ces enfants, y compris les difficultés au niveau des fonctions exécutives. Elles concernent également le langage, évidemment, avec l'ensemble des composantes, les 4 composantes du langage qui peuvent être altérées, que ce soit la morphosyntaxique, donc le développement des phrases, la phonologie, qui peut être altérée également par un manque de contrôle musculaire moteur au niveau orobuccal, les capacités primitiques, donc, qui vont être progressivement mises en difficulté dans tout ce qui va être interaction, échange avec un locuteur, un interlocuteur, et les problèmes de compréhension, au final, du langage qui vont être présents. Si on veut illustrer, la communication peut donc être altérée, que ce soit au niveau expressif ou au niveau réceptif. D'un côté, l'enfant ne comprend pas la volonté de communication, le contenu de la communication,
Et d'autre côté, l'enfant peut également ne pas se faire comprendre. Ce qu'il faut également évaluer, réévaluer régulièrement tout au long du parcours de vie de l'enfant et du jeune, c'est tout ce qui va être handicap, surhandicap. Donc au niveau moteur, est-ce qu'il y a des troubles praxiques? Est-ce que c'est un enfant qui va être en difficulté pour pointer, saisir, imiter? Est-ce qu'il y a des comorbidités éventuellement médicales, comme une épilepsie, un traitement antiépileptique? Est-ce qu'il existe des troubles neurosensoriels, visuels, auditifs? Est-ce qu'il y a des troubles sensoriels? Un enfant qui a éventuellement des problématiques d'hypo ou d'hypersensibilité. Est-ce qu'il y a également une éventuelle fatigabilité chez l'enfant? Tout cela va engendrer, va pénaliser différents niveaux dans l'interaction, la communication, donc que ce soit au niveau du message entre l'émetteur et le récepteur, donc notamment tout ce qui est concerné la partie des déficiences sensorielles. Le contexte également peut être altéré avec, selon le moment, le vécu, la situation, une communication qui sera plus ou moins évidente. Et la question de comment se situe, comment est l'émetteur avec éventuellement l'impact de traitement médicamenteux en ce qui concerne la réduction de vigilance et l'appétence à communiquer. Et donc au final, voilà, tout ce qui va être altération de l'accès à la symbolique, les problèmes de motricité qui peuvent rendre difficiles les gestes et la parole. Et engendrer une situation potentiellement de repli social quand vraiment la communication est extrêmement altérée. Donc la plupart du temps, les familles, les parents perçoivent très rapidement le côté atypique du développement du langage et vont mettre spontanément en place des stratégies de communication alternative qui vont être la répétition, la reformulation, l'association d'une mimogestualité, voire réellement la création de signes familiaux. Les limites de tout ça, ça va être comme dans la vie réelle, le temps de latence qui peut être plus important, la diminution éventuelle du bain de langage par manque d'interaction, par manque de retour, et une tendance potentielle à interpréter les réponses de l'enfant. Donc, les professionnels qui vont travailler autour de la mise en place d'une communication alternative peuvent tout à fait effectivement s'appuyer sur l'expertise des familles en ce qui concerne les modes de mise en place d'une communication déjà actés et adapter un choix de communication aux particularités de l'enfant, sachant qu'il faut réévaluer régulièrement, au fur et à mesure du développement de l'enfant, ces choix. Donc la mise en place de cette communication. Donc j'ai fait un tout petit rappel très très rapide sur les prérequis au langage. Donc l'enfant, avant de parler, il va développer à travers toutes ses activités des interactions, des moments de partage, de découverte qui vont lui permettre de développer des prérequis qui sont indispensables à l'acquisition du langage, comme la capacité à être dans l'échange, l'appétence à communiquer, l'attention conjointe, l'imitation, le jeu, la capacité de symbolisation et la compréhension. Comment vont se mettre en place ces compétences ? Par l'interaction de l'environnement et des trois systèmes, du système sensoriel, du système moteur et du système cognitif. Donc là, je vous ai mis une diapositive, c'est pas de Optoys, vous verrez plus tard, qui rappelle tous ces prérequis à la communication. Et donc, avec la personne TDI, comment envisager la communication ? D'abord, il faut dire que toute personne est capable de communication et de progrès, quelle que soit sa déficience intellectuelle ou autre déficience. Il existe vraiment une présomption de compétence pour tout le monde, et la communication de la personne va donc pouvoir être verbale, non verbale, mais elle va exister, quelle qu'elle soit. C'est à nous de la repérer, en fait, et de la mettre en place naturellement, de l'enrichir, mais aussi de la repérer. Compte tenu des spécificités qu'on a détaillées avant, il est important de reconnaître et d'envisager la personne globalement. Donc, on va tenir compte donc, de l'intégrité de ses canaux sensoriels et de la manière dont elle les utilise, parce qu'il ne suffit pas d'entendre ou de voir pour utiliser, vous le savez tous, sa vision ou son audition.
Ensuite, il faudra veiller à la qualité des interactions. Et ça, c'est vraiment de notre côté. Il faut être présent à l'échange. Il faut accepter de se rapprocher à une distance qui convienne à la personne. Donc peut-être pas trop près, mais aussi pas trop loin. Ne pas être dans quelque chose d'être dégoûté, ou alors au contraire être trop proche d'une personne qui a besoin d'avoir une bulle et d'avoir un peu de distance. Ensuite, il va falloir diminuer tout ce qui est perturbateur extérieur. Donc là, je parle beaucoup pour tout ce qui est surtout en établissement, c'est-à-dire tous les bruits, la télévision, les discussions entre adultes pendant qu'on donne à manger, sans qu'on tienne compte de la personne. Ça, c'est pas de la communication, c'est des bruits parasites. Il faut aussi tenir compte de l'état physique et émotionnel des deux personnes. Peut-être que nous aussi, parfois, on n'est pas en capacité de communiquer, et dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir plutôt que d'être dans la maltraitance. Donc là, tout ça, c'est créer un environnement écologiquement satisfaisant. Il faut aussi identifier des stratégies et les tentatives de communication de la personne. Ça veut dire, on observe la personne, on apprend à la connaître, on voit que telle posture, tel hochement de tête, tel mouvement, ça veut dire ça, qui peut désigner peut-être par le regard, que telle mimique va signifier ça. Donc à nous de ne pas interpréter trop hâtivement, mais en même temps de mettre du sens sur ce qui nous est renvoyé. Donc on va essayer d'adapter la réponse aux possibilités de perception, alors à travers des objets, des photos, des pictos, ça on verra ça un petit peu plus loin. On va tenir compte du rythme souvent plus long et plus lent de l'échange. Ça veut dire la personne a besoin d'intégrer le message pour y apporter une réponse, donc prendre le temps. Reconnaître et accueillir que les représentations mentales de la personne vont peut-être être différentes des nôtres. Déjà, elle a une expérience de vie qui n'est pas la nôtre, qui est réduite, et c'est par rapport à son vécu qu'on se crée des représentations mentales, donc il faut se mettre un peu à la place de l'autre. Donc là, je vais aborder les différents types de communication alternative. Bon, j'ai mis une citation de Madame Catex-Nègre, qui est quand même notre maître à tous en domaine de CAA. Donc, la communication alternative et améliorée recouvre tous les moyens humains et matériels permettant de communiquer autrement ou mieux qu'avec les modes habituels ou naturels, si ces derniers sont altérés ou absents. Elle vient compenser ou remplacer un manque ou une grande déficience de parole, un défaut de langage impactant la communication pour la faciliter sous ses deux versants expressifs et réceptifs. Donc voilà, la communication alternative va mettre à disposition de toute personne qui a des problèmes pour s'exprimer, pour comprendre, pour se faire comprendre, différents moyens qu'on va détailler après. Alors, au niveau de l'éthique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de prérequis à la communication alternative, contrairement à ce que l'on a cru très longtemps. Toute personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation, va communiquer. Je reparle là de la présomption de compétence, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important à avoir en tête. Ça va permettre d'entrer en interaction et d'avoir des messages à partager, quel que soit l'interlocuteur. On doit être, nous, à la recherche du moyen qui va permettre d'établir un échange. La communication est un droit, je vais parler après des textes de loi rapidement, et la CA est un mode de communication à part entière. Donc, au niveau de la mise en place d'une communication alternative, il y a deux modèles, le modèle de candidature et le modèle de participation. Le modèle de candidature, c'est un modèle qui est un peu périmé, selon lequel la personne devait avoir atteint un certain niveau cognitif pour montrer des prérequis pour accéder à un certain type de communication alternative. Et en fait, il y a des articles de recherche, notamment Romsky et Sevsky, qui disent que certaines personnes qui ont des troubles sensorimoteurs graves, ils ne seront jamais en mesure de démontrer leurs aptitudes cognitives sans avoir un moyen de communication. Donc, il faut d'abord leur apporter un moyen de communication pour qu'ils puissent nous montrer quelque chose. Voilà, on est dans un cercle. Il faut être dans le cercle vertueux et non pas dans le cercle vicieux, quoi. Donc, le modèle de participation, c'est le modèle qu'on utilise maintenant actuellement. C'est la procédure qui permet de mettre en place la CA par implémentation et expérimentation. Cette mise en place, ça va permettre de développer des capacités de communication et ça va également favoriser une meilleure compréhension du langage oral. Bon, là, il y a différents articles. Vous les verrez dans le PowerPoint, je ne vais pas détailler parce qu'il faut qu'on avance.
Non, quand même. Donc ça fait environ 20 ans qu'on travaille plus sur ce modèle de participation pour mettre en place une communication alternative, quel que soit l'âge de la personne. Si elle n'a pas eu la chance d'avoir une communication enfant, quand elle arrive dans le secteur adulte, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place une communication. Et surtout, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est le passage à l'âge adulte où les personnes se retrouvent privées du modèle de communication ou du mode de communication qu'ils avaient, par exemple en IME ou à l'école. Et tout à coup, ils arrivent dans un établissement pour adultes et il n'y a plus de communication. Imaginez un peu, c'est comme si on vous plongeait dans un pays dont vous ne maîtrisez aucun code, où on vous coupait la langue, je ne sais quoi. Enfin, donc, c'est très très important de se battre aussi pour que la communication soit toujours présente à tout moment pour la personne. Donc, le modèle de participation, même s'il ne s'appuie pas sur les prérequis, il ne va pas exclure qu'on fasse des évaluations et des observations pour mettre en place quelque chose qui va correspondre à la personne. Donc, je vous ai mis très rapidement quelques outils d'observation et quelques outils d'évaluation. Bon, les bilans orthophoniques notamment, la Vineland, le Comvor, le Chesep, voilà, vous pouvez aller voir les références, et il y en a beaucoup d'autres. C'est un peu ceux que j'utilise. Donc, alors, donc on va cependant essayer de réévaluer très régulièrement les CA qu'on va mettre en place. Et ce qui est très important aussi, c'est que la CA, elle va demander du temps à être mise en place. On ne peut pas faire un essai de CA sur 3 mois et se dire ça ne fonctionne pas. Une CA, peut-être que ça va mettre 3 ans à se mettre en place. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire des grilles d'observation. Il y a des petites choses qui peuvent changer, même si c'est des choses qui nous paraissent minimes. Peut-être que des choses se mettent en place comme ça. Donc les grilles d'observation nous permettent d'objectiver ce genre de choses. Et surtout, il faut avoir de l'endurance et proposer un modèle pendant au moins, moi je dirais un minimum d'1 an et demi, 2 ans pour se dire est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc le cadre légal, vous le lirez peut-être pour qu'on aille très vite, c'est la Convention des personnes handicapées de l'ONU qui dit que la communication c'est un droit et que toute personne doit avoir une communication possible. Donc là, l'ACA c'est quoi? Et ça permet quoi? Ça permet d'exprimer ce qu'on veut, de l'exprimer quand on le veut, d'exprimer comment je le veux, avec qui je le veux, à n'importe quel endroit. Ça me permet de mieux comprendre les informations, de mieux comprendre mon environnement, mais ça permet aussi d'avoir des demandes, par exemple, ce qu'on appelle stratégie de réparation, c'est-à-dire des explications sur ce qui se passe autour de moi. Comment ça marche? Est-ce que tu peux me réexpliquer? Est-ce que tu peux épeler? Et puis surtout d'exprimer aussi son refus, son désaccord, qu'on n'aime pas ça. Enfin, la communication alternative, ça n'est pas non plus seulement permettre à la personne de dire des choses qui nous font plaisir. C'est permettre à la personne de dire tout ce qu'elle veut quand elle veut. Alors, j'ai fait un petit focus sur l'autodétermination, bien sûr. J'ai rappelé une définition qui en est une parmi d'autres. Les habiletés et attitudes requises chez une personne lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes indus. Et donc, donc ça implique 4 caractéristiques. L'autonomie. J'agis selon mes propres priorités et mes propres principes. L'autoréalisation, la connaissance et l'accomplissement de soi. L'empowerment psychologique, c'est accroître sa perception de contrôle de soi-même, ne pas être livré aux autres. Et l'autorégulation, c'est la capacité à faire face à l'environnement et à prendre des décisions. Et pour mettre en œuvre ces principes d'autodétermination, une communication est indispensable, quel que soit son niveau. Ensuite, le point sur la communication qui est un vecteur de diminution des comportements défis. Alors, les comportements défis, c'est des comportements de communication. Ils ont toujours du sens. Les personnes ne font pas des crises pour vous embêter. Ils veulent dire quelque chose. Donc ça peut être en lien avec un inconfort, une frustration, quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, une douleur bien sûr. Et donc les comportements problèmes, c'est une forme de communication,
comme je le disais. Et après les causes somatiques, donc douleur, manque de sommeil, etc., le manque d'accès à la communication, c'est vraiment une cause prépondérante pour les comportements défis. Si je ne peux pas dire, je peux être très vite frustrée et du coup créer des comportements inadaptés. Donc mettre en place une CAA, c'est un outil préventif des troubles du comportement. Alors la maîtrise des outils de communication, ça va permettre à la personne d'agir sur son environnement, de développer des compétences, de pouvoir dire des choses, de se faire comprendre, mais ça va aussi agir sur l'environnement de la personne en l'adaptant, c'est-à-dire par exemple en lui proposant des outils pour lui donner des informations, des calendriers visualisés qui vont lui permettre de savoir où elle en est de sa journée, pour parler des événements qui sont à venir. Donc tout ça va permettre d'éviter l'anxiété qui conduit aussi à des comportements de frustration et complètement inadaptés. Donc en gros, il y a des types de communication alternative avec aide technologique et sans aide technologique. Donc sans aide technologique, ça va être tout ce qu'on fait, nous, tout naturellement, la mimogestualité, les postures, voir les signes de la LSF, parce que tout ce qui vient du corps, c'est aussi sans technologie. Et avec aide technologique, ça va être, alors on va avoir tout ce qui est papier, carton, etc., enfin les calendriers papier, les pictogrammes. Ensuite, voilà. Ouais. Après, je le détaille un peu. La moyenne technologie, ça va être tout ce qui est contacteur, par exemple, qui n'est pas une grande... Et ensuite, la haute technologie, ça va être vraiment l'ordinateur ou la tablette. On va passer, du coup... Donc, dans la low-tech, il y a la communication par objet référentiel, les photos, les pictophotos, les tableaux de langage assisté quand ils sont faits à la main avec des pictogrammes qui vont permettre de modéliser. C'est-à-dire la modélisation, ça permet un bain de langage assisté. Ça veut dire, même si en face, la personne vous regarde simplement, vous allez mettre des mots avec le langage pour lui exprimer des choses et petit à petit, elle va elle-même pointer sur son tableau pour nous dire des choses. Voilà, low-tech, c'est encore tout ça, les pictos, les classeurs de com. Le pod, quand il est papier, c'est aussi low-tech, puisqu'on n'est pas encore... Voilà. Bon, je vais passer sur ça. J'ai parlé du dessin situationnel, qui est un peu quelque chose de particulier, vous pourrez le voir. Bien sûr, le FALC, ça rentre aussi dans la CA avec une assistante basse technologie qui vise à faire comprendre les documents à toute personne. Et ensuite, avec aide technologique, bon, je pense... On va passer tout ça, on va aller directement. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un inventaire des outils qui étaient plutôt non robustes. Les outils non robustes, c'est les outils qui vont utiliser peut-être une technologie, mais juste avec des substantifs, quelques mots, un nombre restreint qui ne va pas permettre à la personne de dire tout ce qu'elle veut exprimer. Mais ça peut être tout à fait utile, hein. C'est dans un premier temps, avoir un go-talk avec 9 cases pour pouvoir dire je veux ça ou je veux ça, je me sens bien ou je me sens pas bien, c'est très utile. Mais l'objectif d'une communication alternative, c'est de parvenir à un système robuste de communication, donc qui va avoir un vocabulaire beaucoup plus large et qui va permettre à toute personne de dire tout ce qu'elle veut, de modéliser. Il y aura des fonctions de grammaticalisation sur ces tablettes, par exemple, qui vont permettre de faire des vraies phrases. Et ça sera un soutien à tout ce qui est autonomie. Donc là, je vous ai mis quelques outils très fréquemment utilisés, notamment par les orthophonistes ou en établissement. Avaz, Minspeak, Grid3, MindExpress, le pod numérique, le TD Snap, Proloco, Live Companion, qui est une application gratuite, ça peut être intéressant à télécharger, qui s'installe sur ordinateur ou tablette Windows. Voilà, et donc, je vous ai mis que c'était une liste non exhaustive, et vous pouvez aller sur le site ACC for All, qui vous donne toutes les applications existantes et plein d'autres renseignements extrêmement intéressants. Alors, la prise en charge des outils de CA. Il y a 6 centres ressources qui existent en France depuis leur création par la Caisse nationale de solidarité en 2022, avec une certaine asymétrie territoriale. Le défi de la mise en place, c'est le problème du financement, puisqu'actuellement ces dispositifs ne relèvent
pas ou peu d'inscription sur la liste LPPR et donc d'un financement par la CEPAM. Donc il faut passer par un dossier MDPH pour une demande de PCH. Et voici quelques éléments qui paraissent importants dans le dossier pour l'argumentaire. Donc tout ce qui va concerner l'intérêt de la mise en place de la CA pour l'autodétermination du patient et l'autonomisation. L'importance qu'il y ait des comptes rendus des professionnels qui parlent du test de la CA, du test avec la famille et du travail qui va être fait. L'importance de réaliser des devis auprès de différents prestataires. Je vais aller assez vite, donc un petit visuel sur comment bien faire un dossier MDPH. Et les centres d'appui qui existent, donc le CP-CICAT et l'ECLAT. Donc l'ECLAT, c'est l'équipe locale d'accompagnement sur les aides techniques qui ont l'avantage de souvent disposer d'une technico-tech, de la possibilité de réaliser des prêts pour essayer, comme nous avons bien insisté sur l'importance d'essayer ces dispositifs. Tout ce que je vous dis là va peut-être être amené à être modifié, puisque le dernier comité interministériel du handicap de mars 2025 stipule qu'un travail va être fait sur la facilitation de mise en place de la CA à l'échéance de janvier 2026. Donc à suivre. Après les supports, on va passer très vite parce que vous les connaissez tous, et ceux que vous ne connaissez pas, vous pourrez regarder. Et on a fait quelques phrases de communication. C'est bon, on est dans les temps. Donc, 2 interlocuteurs se retrouvent en situation de handicap de communication lorsque celle-ci n'est pas spontanée. Donner les moyens nécessaires pour entamer et maintenir la communication, c'est essentiel. Il n'y a pas d'outil isolé, unique, adapté. La CA peut être multimodale et surtout évoluer dans le temps au fur et à mesure du développement de compétences ou au contraire l'apparition de difficultés chez l'enfant. Il faut accepter le temps nécessaire, hein, comme Véronique vous le disait, 1 an et demi d'essai parfois pour évaluer l'émergence de compétences. Il faut oublier la norme, abandonner la volonté de réparation, être optimiste et confiant dans les capacités de la personne. Et donc vous l'aurez compris, tout ça est un enjeu d'inclusion et d'autodétermination. Et je vous laisse des petites phrases choc.